t'as sorti ton passeport Tu espagnol. le vois, celui-là, mon ami, on a vengé le monde, Stéphane. Ouais, est-ce que ça sauve pour autant le bilan de ce mondial? Curieux de savoir ce qu'en pense le poteau du jour. Ouais, je suis pas sûr, mais effectivement, je me réjouis d'en parler avec eux, nos poteaux du jour. Les amis, quel plaisir. Renaud de Vargas. Des Vargas, pardon. Des Vargas. Des Vargas, très important. Un jour par année, Voilà. tous les 4 ans. Exactement. Humoriste, élu meilleur imitateur d'Yves Debonnaire, mais seulement sur 3 secondes. Exactement. Alors, je tiens à préciser, Fantin, source d'inspiration de Blaise Bersinger Oui. qui me l'a fait en premier. C'est très rapide, attention. C'est Messi, c'est Barça, c'est Gaulle. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc un peu en 3 temps. Oui, exactement. Très bien, ça part bien. Fred Scola est là aussi, commentateur RTS Sport pendant cette Coupe du Monde. Tout juste remis du jet lag, c'est comment? Ça va, non, ça va bien. C'est le football, c'est le jeu. Alors, j'ai pas la voix, mais sinon, ça, c'est le mantra de Yves. C'est le grand mantra bien ce d'Yves. matin. Yves Debonnaire est avec nous. Comment vas-tu, mon cher? Je vais bien, bonjour. Ah, ça fait plaisir. Moustache mythique, consultant historique à la RTS depuis plus de 35 ans. J'étais pas né quand t'as commencé et j'étais gamin quand j'avais écrit au courrier des lecteurs du TV Guide pour leur dire que j'adorais tes analyses. J'avais pris mon message, j'étais trop fier. C'est dans mon album photo, figure-toi. T'es désormais ex-consultant puisque t'as fait tes adieux à la télé dimanche soir lors de la finale du mondial sur la RTS. On va rappeler aussi ton passé footballistique vite fait. Ancien joueur de LNA avec Vevey Sport et le FC Sion dans les années 70-80, ex-entraîneur du FC Sion, mais surtout ex-entraîneur des jeunes de l'équipe de Suisse, formateur de nos talents sur plusieurs décennies, moins de 15, moins de 16, moins de 17, moins de 18. Dans l'illustré cette semaine, tu disais... Ça y est, je veux retrouver la passion pure. J'ai envie d'aller m'appuyer sur la barrière d'un terrain de quartier, d'aller voir un match de junior ou de 3e ligue sans avoir à prendre de notes. Alors, ici, c'est freestyle, donc tu vas pouvoir te faire plaisir. On est en tout cas honoré que tu fasses un dernier détour médiatique par chez nous, Yves. Merci Et beaucoup. commence par nous dire, Yves, si l'Espagne pour toi est un beau champion du monde. Alors, c'est un champion qui fait du bien quand même, parce que il joue au foot, il respecte le jeu. Et je pense que tous ceux qui ont vu l'Espagne jouer peuvent s'inspirer de ça. Si on avait dû s'inspirer de certains autres footballs qu'on a vus pendant cette Coupe du Monde, ça aurait été un petit peu plus inquiétant parce que les enfants regardent, les entraîneurs regardent, et quand l'Espagne gagne, on voit que techniquement c'est magnifique. On voit qu'au niveau des mouvements, des déplacements, c'est magnifique. Alors, elle n'a pas été tout le temps exceptionnelle dans les derniers 30 mètres. Elle avait un petit peu de peine à faire vraiment des différences, mais ça fait du bien au football. C'était mon favori, tu te rappelles? J'avais dit, l'Espagne ne perd pas, puis ne prend pas de but. Je Résultat, un seul but sur les 8 matchs de la Coupe du Monde. Ça, un franchement, record, hein. C'est une première, c'est un record. Non, mais c'est incroyable. Fred, c'est ça qui fait la différence. Ouais, Je cite juste Gérard Castella dans le direct l'autre soir sur la première qui disait les attaquants font gagner les matchs, les défenseurs font gagner les championnats. Bah ouais. Encore une fois, hein, c'est ce qui s'est passé. L'Espagne était surtout solide défensivement, même s'il y a effectivement il y a ce jeu collectif. C'est une équipe qui ne prend pas de but. C'est comme ça qu'elle fait la différence. C'est peut-être pas l'équipe qui m'a le plus enthousiasmé. C'était pas l'Espagne de 2024 que je trouvais vraiment très au-dessus du lot. C'était pas le cas. Mais au final, oui, par rapport à ce qui nous restait à la fin, c'est un très beau champion du monde. Ouais, c'est une Espagne aussi moins flamboyante parce que c'était peut-être moins vertical sur les côtés sans Nico Williams qui était blessé. Et Et Yamal qui revenait de blessure aussi. Donc, mais il a quand même beaucoup servi Lamine à créer de l'espace, à étirer le bloc. Et puis quand il a été dangereux, hein. Le but annulé contre la France. C'est une équipe qui est montée en puissance aussi, Oui. et parce que aussi De La Fuente a fait quelques petits ajustements au niveau des titularisations. Olmo qui n'est pas parti titulaire est devenu titulaire, Pedro Porro qui n'est pas parti titulaire est devenu Fabian titulaire. pour Pedri. Exactement, Fabian pour Pedri. Ça n'a l'air de rien, mais quand même c'est 3 postes clés, et ça a finalement tout changé. Et Mais De La c'est Fuente, 50 matchs avec l'Espagne, 2 défaites. Oui, alors ça... Et un vaincu en grand tournoi. Hein. Ouais. Oui. Mais c'est intéressant. Il dit c'est pas l'Espagne de 2024. Mais on a quoi comme souvenir de l'Espagne en 2024? Bah, c'est Yamal est plus flamboyant, Nico Williams est plus Ah ouais. flamboyant. Mais 2024, c'est possession, mais à l'infini. Sauf erreur, c'est le Maroc. Non, c'est 2022, là, parce que là tu parles de 2022. Le Maroc, c'est Oui, 2022, pardon. Moi, je parle de 2022, l'Euro, c'est la oui. finale Non, mais contre l'Angleterre. 2022, l'Espagne, elle est pas intéressante. Dans son Ah, 2022, non, Voilà, Luis mais Enrique, non, je 2024, parle de... c'est vrai, voilà. c'est vrai. 2024 à l'Euro, Ouais. elle est très intéressante. Ça speedait, quoi. Mais avec 2 joueurs extérieurs Exact. qui faisaient des différences. Là, ils étaient vraiment reprises. Et là, c'était compliqué. Et puis d'avoir tenu le choc mentalement aussi, parce que quand tu te tapes, on en a suffisamment parlé, on a suffisamment été traumatisé par un certain match de la Nati il y a quelques semaines. Mais force aussi à l'Espagne d'avoir tenu le choc. Tu parles de verticalisation, c'est difficile de verticaliser quand tu te prends des pains dans la gueule à mi-terrain par un certain Leandro, pour ne citer que lui. Donc d'avoir tenu tête aussi mentalement pour aller au bout, c'est très fort. Si l'Argentine avait gagné, ça aurait aussi été mérité. La question rhétorique un peu. Mhm. Non. J'aimerais Non. t'entendre, Yves, sur ça. Non.
Non, je pense pas, parce que ça donnait une image qui est pas positive. Déjà que le football a eu beaucoup de peine à avoir des images très positives durant cette Coupe du Monde, mais sur d'autres aspects, je pense que la victoire de l'Argentine n'aurait pas donné une image positive à ce qu'on attend dans une Coupe du Monde. Le vainqueur doit amener quelque chose. Qu'est-ce que l'Argentine aurait amené? Alors oui, elle a fait des bouts de match. Les 30 dernières minutes contre l'Angleterre, c'est exceptionnel. Alors est-ce que c'est dû à l'Angleterre? Est-ce que c'est dû à l'Argentine? Mais Contre l'Égypte aussi. techniquement, c'est exceptionnel. Et est-ce qu'on peut le reconnaître? Alors totalement, et c'est aussi une qualité dans le football, c'est cette faculté de croire tout le temps, de penser que c'est possible, d'avoir cette résilience par rapport à un score négatif. Oui, alors ça, c'est fantastique. Mais l'autre jour, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont montré contre l'Espagne? Ils ont un joueur attaquant, en l'occurrence Messi, mais qu'on ne peut pas classer automatiquement comme attaquant. Il a pas reçu un ballon propre. Un ballon où il peut en faire quelque chose. Les bons ballons qu'il a eu, c'est quand il y a eu corner à la fin et qu'on a tous tremblé qu'un ballon pourri là au milieu finisse dans les goals, quoi. Et ça fait 0 tir Voilà. à 90 minutes. C'est ça. Et ça, Ouais, c'est une première dans l'histoire. Premier finale de tir, Coupe c'est du quoi, Monde. 117e? Non, ouais, je sais plus, mais ouais. Très, Franchement, très tard. le plus beau geste technique argentin de cette rencontre, c'est Enzo Fernandez qui permet à Cubarsí de faire un triple axel. Un rentre jaloux Stéphane Lambiel, donc franchement, Excellent. c'est tout ce Mais à qu'on part ça, ressent. on parle beaucoup. Merci. À part ça, il y a aussi une différente vision du foot. Moi, j'entends qu'on puisse dire gagner avec le cœur, gagner avec le vice. Pour certains, c'est beau et c'est OK pour moi. Je me rappelle de l'anecdote de Carlos Bilardo quand il était joueur, qui avait des aiguilles dans ses chaussettes pour aller piquer les copains et puis que ça provoque qu'on prenne un coup de coude, carton rouge, et puis on est un de plus. J'entends ce genre de truc. Mais ce qu'on a vu là, dimanche, c'est plus du foot, c'est de la pure violence. En fait, c'est limite condamnable par la loi. Paredes qui agresse Eric Garcia et Gavi, Nahuel Molina qui met un coup de poing à Rodri qui était en train de célébrer. Même le coach assistant, Ayala, il a mis une patate à Dani Olmo. Enfin, ça dépasse. Le problème, c'est l'après-match. C'est ce qui s'est passé après le coup de sifflet final. Pour moi, là, c'est grave. Là, c'est grave. Et je me réjouis de voir s'il y aura des suspensions. Après match, c'est effectivement un scandale, mais c'est pas que là qu'ils l'ont fait. Hein. Ouais. Contre l'Angleterre, le comportement est le même. Contre la Suisse, le comportement est le même. Donc non, c'est pas qu'une fois. C'est pour ça, pour moi, j'abonde dans le sens de Yves. Si l'Argentine est championne du monde, c'est une On catastrophe. aurait été embêtés. C'est une catastrophe pour le foot, pour l'image du foot, pour les gamins qui voient ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire ça le samedi matin quand on joue. C'est Déjà que l'Argentine, ça elle est arrive, championne. ça arrive déjà. Que ça arrive et qu'il Oui, faut oui, les canaliser, oui. c'est normal. Mais là, je veux dire, mais coach, ils ont été champions du monde Ouais. comme ça. C'est une catastrophe, franchement. Non, mais l'aiguille, non, mais ça va, franchement. Non, mais sérieux. Oui, je peux comprendre ça. Non, on peut pas comprendre d'avoir une aiguille dans la main puis piquer les fesses des joueurs adverses. À l'époque où les règles n'étaient pas les Oui, mêmes mais aussi. bon, quand même. Et puis, pour moi, j'en ai débattu avec Pablo l'autre jour. Il y a une différence entre la ruse et le vice. C'est vrai. Moi, le joueur rusé, le joueur malin qui se faufile dans un endroit, qui par un très bon placement ferme la course du gars qui va peut-être 3 fois plus vite que lui, je trouve ça intéressant. Mais le vice, le coude Méchant. dans la nuque, le tirage de maillot, l'aiguille, parce que c'est plus une ruse. Je trouvais ça tellement ingénieux. Oui, j'avoue. bah voilà. Mais tu vois, je me suis fait piéger moi-même. Parce qu'en fait, il y a aussi un biais de fou. C'est que le Paraguay, c'est des bourrins, on dit c'est des assassins. Et puis l'Argentine, bourrin, la même chose. On dit non, mais c'est la grinta, nanana. Il y a toute une mystique aussi autour de ça, alors que c'est de la violence. Mais est-ce que c'est un peu étouffé par la technique que n'a peut-être pas le Paraguay? Certes, mais c'est d'autant plus énervant qu'ils ont des joueurs pour jouer et qu'ils Ouais. choisissent la violence. Mais c'est vrai, ça c'est sûr. À part Non, mais les Messi. 30 minutes contre l'Angleterre, ou 35, elles sont exceptionnelles. Ouais. Et le ballon roule, le ballon vit, il y a des gestes techniques de classe. Mais avant, il y a 60 minutes ou 55 où ils ont tout fait. Quand je vois un attaquant anglais dans les 16 mètres, l'autre le tient comme ça, il l'aime tellement, c'est normal. Il le tire. L'autre voudrait sauter, il ne peut pas sauter sur un corner. Il n'y a personne qui dit rien. La VAR ne bouge pas. Alors que jusqu'à nouvel avis, l'arbitre, juste avant, il avait dit « c'est fini ça Ouais. Et là, il dit ». rien. Alors qu'ils ne disent rien. Combien d'interventions VAR pour l'Argentine? 0 intervention VAR contre l'Argentine durant tout le tournoi. C'est quand même fou. Sérieux Ouais, 0. Oh là là. 0. C'est fou quand même comme C'est fort. statistique. C'est fort. Bon, l'Argentine qui a aussi, sauf à la finale, marqué des buts, pas mal de buts, entre 2 et 3 buts par match. La moyenne d'ailleurs sur le tournoi, c'est 2,85. C'est un nouveau record depuis 1970. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça veut dire quoi? On a plus été joueurs. Comment vous expliquez ces 2,85 buts par match? 7-1 pour l'Allemagne contre Curaçao, 5-0 pour le Portugal contre l'Ouzbékistan. Et 6-4 pour l'Angleterre Et contre la France. 6-4 Le 7e match. dans un match de folie complet. Mais je crois que voilà, c'est à partir du moment où vous augmentez le nombre d'équipes, automatiquement vous allez créer des grandes différences et automatiquement
il va y avoir des buts en plus. Ouais, j'ai noté ça. Effectivement, Qatar, 10 buts. Tunisie, Irak, ils en ont pris 12. Nouvelle-Zélande, Qatar, 10. Ouzbékistan, Curaçao, 9. Jordanie, Haïti, 8. 78 goals encaissés sur les 297 marqués. Ça fait 26% des goals qui concernent ces équipes-là. Oui, j'ai regardé aussi. voilà. Est-ce que je me suis dit, est-ce qu'il y a moins de 0-0 ? Il y en a eu 8. Alors, il y a eu beaucoup plus de matchs. 8, il y en a eu 7 au Qatar de 0-0. Il y a eu qu'un 0-0 en 2018 à la Coupe du Monde en Russie. Donc, forcément, c'est pas ça. Est-ce que c'est il y a eu beaucoup de buts aussi dans la phase d'élimination directe. Je me suis dit, est-ce qu'il y en a eu beaucoup au premier tour, donc disparité de niveau, et en fait, moins après. C'est pas le cas. Il y a eu 12 buts en 4 quarts de finale. Donc, c'est pas ça non plus. Je sais pas. Est-ce que, oui, les équipes étaient porté sur l'avant, moins de défense hermétique, à part l'Espagne, et c'est ce qui les sort du lot. Difficile à expliquer. Mais le type de but, ça je voulais vous entendre aussi, parce que alors là je prends des stats avant les quarts de finale, moins de 15% des buts du mondial avaient été marqués hors de la surface. Comme si les frappes de loin étaient un petit peu en voie de disparition. Il y a aussi plus de 1 but sur 5 a été marqué dans la zone entre le point de péno et la ligne des 5,50 m. Ça, il y a des conclusions à tirer ou c'est aussi coïncidence ? Alors, ça fait quelques années, je pense que ces conclusions ont été tirées. Je me souviens d'une étude de Claude Riff à l'époque où il montrait bien que beaucoup de buts aujourd'hui, la surface de vérité, c'était cette zone entre les 5 mètres, le point de pénalty, dans cette zone-là. Et par exemple, cette année, on voyait pas mal d'actions qui venaient depuis le côté, avec ces centres donnés entre le poteau et les 5 mètres, forts au sol, avec cette volonté d'essayer de conclure ici. Parce que la plupart des équipes ferment très très bien l'axe, mobilisent 9 ou 10 joueurs devant les 16 mètres, et c'est donc très 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 difficile de trouver une possibilité de frappe dans cette zone-là. Et il y a donc beaucoup de buts qui sont marqués avec des joueurs capables de faire des différences sur le côté. Et ça reste une des qualités espagnoles, moins cette année, puisqu'on avait 2 joueurs qui revenaient de blessure, mais Lamine Yamal et Nico Williams, quand ils sont capables de déborder, ils créent un danger avec une animation dans la surface de réparation. Et qui fait l'assist en finale, c'est Nico Williams. Voilà. C'était combien de buts, tu as dit, en dehors des 16 mètres ? En dehors des 16 mètres, alors ça, là je prends avant les quarts de finale, j'ai pas calculé après, mais c'était moins de 15% des buts qui ont été marqués hors de la surface. Il y a eu très peu de coups francs directs. J'ai pas un souvenir d'avoir vu énormément de coups francs directs. Messi en a mis un. Messi, un Américain également. Du pied. Je crois qu'il y a Akanji qui ras a du repoussé sol. contre la Colombie sur penalty, mais sinon... je crois que c'est... Non, j'en ai pas... Faut descendre maintenant, Renaud. Faut Pardon, descendre maintenant. Oui, c'est ça que je... Pardon, la balle perdue, c'est le cas de le dire, Manu, tu m'excuses. On l'a jamais retrouvé. On l'a jamais retrouvé ce ballon. Ouais, je parlais du coup franc de Messi qui s'est quand même illustré dans cette Coupe du Monde. Et il est dans ton premier quiz, Fontan. Messi est absolument dans mon premier quiz. Ah, c'est là que ça commence. C'est parti, Attention. Ouais, alors là, j'explique pour Yves. Comme d'hab, il y aura 3 quiz aujourd'hui avec plusieurs questions dans chaque quiz. On a 2 équipes, Trisconi, Scola, c'est la team RTS Sport contre De Vargas, Debener. L'Alliance Vaudoise, elle est là. Vous pouvez Ça va aller. tous répondre en vrac, c'est le plus rapide qui gagne, ok, sur cette première. Lors de cette finale, dont on voit le front flip de Koubarsi, Triple Axel, front flip, ouais. voilà, qui prend la faute de Fernandez sur le rouge. Lors de cette finale, Oh putain. vous êtes avec moi les amis, Oui, quel pardon, était pardon. le club le plus représenté parmi les 52 joueurs ? Real Madrid. Comment ? Real Madrid. Non, Manchester City. non, Le Barça. Barça. non. Ah, je l'ai Chelsea. vu, je l'ai Non. oublié. Je peux vous aider, c'est un peu à l'image du jeu. La boucherie qu'il y a à Genève. Attends, Alors là, Bah réfléchis un peu. ouais. United. Non. Attends, faut voir. Quel club était le plus représenté ? Ah, je sèche. Purée, ça m'énerve. Au niveau du jeu, un Arsenal. jeu dur alors, un jeu Ah plutôt ouais, c'est vrai. agressif. Dur et un peu fermé. Purée. Entraîneur- Arsenal. Non, entraîneur Non. argentin. Ah, l'Atlético Madrid. Ouais, absolument. Oh, Premier point la pour la classe. team de Merci. Vargas. Je crois que je suis avec le bon. Ouais. Attends, c'est Ça- la première question. Non, mais 1-0, c'est un Et bon les score. amis, Et c'est vrai. En C'est Coupe la du Monde, c'était troisième parfait. finale de Coupe du Monde de suite où le club le plus représenté, c'est l'Atlético Madrid. 2008, France-Croatie, il y a 4 joueurs. 2022, France-Argentine, il y a 4 joueurs. Et cette année, il y en a 8. 3 côtés espagnols, 5 côtés argentins. Alors, sur l'image, il y en a un 9e, c'est Grimaldo. Il vient de signer à l'Atleti, mais je ne l'ai pas compté parce qu'il n'a pas encore joué avec eux. Mais on a Llorente, Pubil, Baena, Musso, Simeone, Molina, Alvarez et Almada. Donc 2 étaient titulaires, 2 autres sont rentrés en jeu. Et donc c'est l'Atleti le plus représenté. 1-0 pour la team de Vargas. On poursuit avec une deuxième question. On avait mentionné
On défend maintenant. Hein. L'Angleterre contre l'Argentine, hein, vraiment c'est le bon plan. Les sardines, on plante la tente. On sert. Deuxième question. On avait mentionné dans un quiz récemment le fait que 56% des coachs de cette Coupe du Monde ne soient pas nés dans le pays de la sélection qui coach. Mhm. Dimanche, de nouveau, c'est un coach local qui est devenu champion du monde, Luis de la Fuente. Ma question, combien de fois dans l'histoire de la Coupe du Monde le coach vainqueur était étranger? Jamais. Jamais, c'est un point Bien joué. pour Ça, c'est- la team Triscani. Quand ça triangule Oui, vite, là, oui, c'est bon. Ça va très très vite. Jamais dans l'histoire un coach étranger a gagné la Coupe du Monde. Ça fait 23 Coupes du Monde que ça dure depuis le début, 1930. Même à l'Euro, c'est jamais arrivé, sauf une fois. Ok. Tu nous l'as dit l'autre jour, Trisconi, c'était Otto Rehhagel en 2004. Avec la Grèce. allemand de la Grèce. Absolument. Il n'avait Ça pas fait- fini de poser la question. Je suis désolé, ce point. La VAR, il demande la VAR. La VAR, Hors jeu. J'aime ce côté compétiteur Et en plus, circonstance. t'as demandé combien de fois, t'aurais dû répondre 0. Et pas jamais. Voilà, C'est voilà. pas une bonne réponse. Oui, alors la VAR a vraiment raison. T'as un petit côté argentin en fait. hein. On se rattrape comme on peut. Troisième question, un autre coach de ce mondial à qui on dit au revoir. On a dit au revoir depuis le dernier épisode. T'as vu là, Protocole. Deschamps en train de mesurer l'efficacité de sa défense contre l'Angleterre. Très fort. Didier Deschamps, effectivement, il a dirigé son dernier match samedi après 14 ans à la tête de l'équipe de France. Et la bouche, c'est l'alignement. C'est les nouvelles dents, hein. On rappelle qu'il les a refaites. Oui, c'est juste, c'est juste. Quelle stat étonnante est apparue pendant ce mondial sur Didier Deschamps? Est apparu. Il a joué 30% des matchs de l'équipe de Et France. c'est que 2-1 pour la team Trisconi. Bien joué. 30% des matchs de l'équipe de France ont été joués avec Didier Deschamps, joueur ou sélectionneur. Donc 290 matchs sur les 945, 103 comme joueur, 187 comme sélectionneur. En cumulé, il a passé 25 ans en équipe de France. Quasiment un tiers de l'histoire française depuis 1904. C'est costaud quand même. Ah ouais, c'est solide. Voilà. Et autre record battu par Deschamps pendant cette Coupe du Monde, ça je savais pas, sélectionneur avec le plus de victoires dans l'histoire du mondial. 19 victoires. Et de matchs aussi, je crois. Jouer. Tout à fait. Ça c'est possible, dans j'ai une pas Coupe checké, du mais Monde. c'est possible. C'est passé aussi. C'était Helmut Schön. Voilà, c'est ça. Apparemment, il est Ça passé c'était devant. les victoires. Voilà. Il avait 16, ok, Helmut ok. Schön, et Alors, il est passé à 19, notre ami Bon, Deschamps. maintenant, on fait Une du petite coaching. dernière, faut égaliser. On hein, fait du faut coaching. égaliser. Attends, on va faire du coaching. on va qu'on faire sorte un des nom. joueurs offensifs. Ouais, c'est comme ça, c'est bon. Allez, Pendant toute cette Coupe du Monde, et laissez-moi finir la question. voilà. À Copenhague, au Danemark, le personnel d'un restaurant portait le maillot d'un joueur de l'équipe de France. Je donne un point si vous me trouvez le joueur et un point si vous me trouvez pourquoi il portait son maillot. Michael Olysée. Oui, un point pour la team de Vargas. Continue, Renaud. Continue. Oui, Et j'y vais. pourquoi est-ce que ce resto portait le maillot de lycée? Parce que il a été fondé par un mec né sur les Champs-Élysées. Non. Et du coup. Les Non, Champs-Élysées, Je suis en non. train de gagner Allez, du temps, je suis en train de gagner du temps, j'en ai aucune idée. Non, C'est- je- Parce que dans tous ses Olysée. passeports, il aurait bien un passeport danois. Olysée, Non. non. Mais c'est Il a pas fait un passage par là-bas. Parce que, je sais pas, Avant dans sa d'aller en famille. Angleterre. Non. sa c'est famille- vraiment plus simple que ça. Un resto, Une fois, il a bouffé. Bah, Le nom resto s'appelle l'Olysée. juste avant malheureusement. c'est là. Débonnaire. Tu sais, ça, Moi, c'est je la laisse, moi, je suis le bon joueur qui joueur. voit plus vite. Ah, pas de souci. Bravo, On bravo. voit bien l'ancien milieu de terrain. Effectivement, le resto s'appelle Olysée. Tout le monde Bon, porte on a gagné sur le foot, ils ont gagné sur la bouffe. Ouais, c'est ça. le maillot d'Olysée pour Voilà. travailler. Et tous les matchs de l'équipe de France étaient diffusés dans le resto, alors qu'on est au Danemark, on le rappelle. Comme quoi, le foot, tu vois, c'est parfois un truc de L'équipe du hasard. resto Olysée qui a déclaré: comme Michael, nous croyons qu'il n'y a pas besoin de faire de bruit pour se démarquer. Très bon marketing. Très bon marketing. Et le score de cette première manche, c'est donc la victoire à l'arraché de la team de Vargas de Benner. Et on est à 3-2 pour cette team. La suite au deuxième quiz tout à l'heure. Bon, je sais pas si Olysée est dans vos tops et flops de cette Coupe du Monde. On va faire ces tops et flops. On commence avec les tops. Peut-être le tien, Fred. T'as choisi l'arbitrage et le 7e art. Ouais, le fait que le cinéma s'est arrêté, il y a eu quelques règles qui ont été amenées dans cette Coupe du Monde. Et une, c'est effectivement que maintenant, si on restait au sol, il fallait sortir une minute, ou si on gagnait du temps pour les touches ou les dégagements au 5,50 m, on allait donner la balle à l'adversaire. Ça a très bien fonctionné, ça a donné du temps de jeu supplémentaire. Celle-ci, il y en a d'autres. On y reviendra peut-être, pas forcément, mais celle-ci, on a gagné du temps. On voit plus ces joueurs qui se tiennent la jambe pendant une minute, ils reprennent le jeu. On retrouve ce qu'on voit ou ce qu'on voyait un peu dans le foot féminin au début, ce qui nous a fait aimer aussi, c'est qu'il y a moins de cinéma. Quand on est blessé, on est vraiment blessé. Quand on n'est pas blessé, on se relève et le jeu se poursuit. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est vrai que c'était sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé les Norvégiens, les supporters norvégiens.
On avait découvert le clapping en 2016 des Islandais à l'Euro. Là, on a découvert le Viking Row, là, tous ces Norvégiens qui rament en même temps. J'ai trouvé que ça a mis de l'ambiance dans les tribunes, ça a mis de l'ambiance dans les villes. Joli coup de pub aussi pour la Norvège. Ça m'a donné envie d'aller découvrir le patrimoine culturel et historique de ce pays. Et ouais, coup de chapeau à eux. Je Avec trouve un ça sympa. coach cliniquement mort pendant 7 minutes quand il était joueur dans les années 2000. Moi, je trouve que l'histoire, elle est belle. Il avait l'air méga good vibe, Ståle Solbakken. Ouais, puis la Norvège aussi au niveau foot, moi j'ai trouvé sympa, quoi. Qui va en quart de finale contre l'Angleterre, qui fait son parcours, et puis t'as Hollande qui incarne un peu cette équipe, qui a cette tête de viking, corne de brume, tambour, la rame. Enfin, j'ai trouvé ça excellent. Et... Ouais, sacrée image quand c'est Hollande qui faisait le rythme tambour devant la tribune. Ça, c'est une image de ce mondial. Ouais, il y a une communion, il y a une union, il y a le gouvernement norvégien qui s'y est mis, là, des membres de la famille royale ont aussi commencé à ramer. Tu te dis, ouais, il se passe quelque chose. Et bah, nous, les Suisses, je me dis qu'avec notre folklore, je sais pas, le capé, le lancer de drapeau, le corps des Alpes, il y aura peut-être une animation à faire dans les stades. Attention à la Norvège aux Jeux Olympiques en épreuve d'aviron. Attention, ça va être terrible. Il était sérieux. Moi aussi, je voyais venir un truc. Il disait Bonner, on veut ton top. Ouais, ton top. Ouais, Dur d'en choisir un. Non, mais je vais être très patriote. Moi, j'ai beaucoup aimé la Suisse. Allez. Il faut de temps en temps rester un petit peu chez nous. J'ai trouvé la Suisse sur plusieurs aspects. D'abord, elle a souvent essayé, beaucoup. Elle a voulu jouer et donc elle a respecté le jeu. J'ai toujours défendu Yakin. Moi, j'aime beaucoup Yakin, à quelque part, parce qu'il a une attitude fantastique sur le banc. Il est relâché, il est là, il voit tout, il sent tout, et il a fait de très bonnes choses. Donc, j'avais envie ce matin de juste remettre une fois une petite couche en faveur de Yakin. Et j'ai beaucoup aimé l'attitude de la Suisse à la fin du match contre l'Argentine. Il y a eu du fair play. On a félicité l'adversaire. Il n'y a pas eu ce qu'on a vu dans d'autres matchs où les gens s'insultent quasiment. Et c'est pour ça j'aime bien parler de la Suisse qui a fait une démonstration défensive contre l'Argentine à 11 contre 11, qui a éloigné, isolé Messi à 11 contre 11. On n'a pas vu Messi sans violence, sans faire de faute, avec une intelligence et sans lui courir après, je trouve. Et sans lui courir dans tous les sens en faisant un marquage individuel ou autre. Il y avait une grosse intelligence de la part de la Suisse. Et surtout, elle est montée petit à petit en puissance. Et c'est ça qui fait que j'ai beaucoup de regrets, en fait, à un moment donné. C'est que j'avais l'impression qu'elle était de mieux en mieux. Voilà. Et juste pour l'anecdote, j'avais donné à Pablo pour son anniversaire une bouteille de vin rouge suisse et une bouteille de vin rouge espagnol en lui disant, voilà, ça c'est la finale. Joli. Ça aurait pu. Et j'ai malheureusement perdu, mais au moins j'ai le vainqueur. 50-50. Oui, et puis la Suisse était une des rares équipes qui a pris le dessus sur l'Argentine en fin de match. On était en train de prendre le dessus. Une des deux seules équipes invaincues contre l'Argentine. L'autre, c'est le Cap-Vert, en 90 minutes. Ouais. 90 minutes. Et pour conclure la Suisse, c'était extraordinaire en Suisse. Oui. Il y avait une vie, une animation. À 3h du matin. À 3h du matin, moi je me suis levé assez tôt une fois, les gens rentraient de la fan zone avec des têtes, c'était génial, c'était grand. Et ça, je pense qu'il y a quand même que des moments comme ça, comme le sport peut le donner, pour faire vivre la Suisse comme ça, ensemble. Donc voilà pourquoi mon top, il est là. Il va me tirer une larme. Fontin. Mais non. Ton top. Avec ton passeport espagnol, je pense. Ouais, bon, tu m'as grillé. Mikel Oyarzabal. Mon top, c'est un peu un symbole, en fait, plus. C'est le symbole du héros ordinaire, du gars qu'on n'attend pas. Le sosie non officiel de Gad Elmaleh, Mikel Oyarzabal, faut le rappeler, qui a commencé quand même le mondial contre le Cap-Vert en ne touchant pas le ballon pendant les 30 premières minutes. C'était une première en 60 ans de Coupe du Monde. C'est ça que c'était mal parti pour lui. Derrière, il te plante 5 buts, une passe décisive. Il arrive en finale avec 30 buts en 60 sélections. Je trouve qu'on ne fait pas assez de bruit autour de ce mec. Je rappelle qu'il n'est pas buteur de formation. Il a été formé ailier. Il a beaucoup joué en milieu offensif ou en 9,5. Et puis surtout, c'est un des derniers clubistes. Il a joué toute sa vie à la Real Sociedad. Il a refusé plein d'offres. Il veut pas partir. Il a refusé plusieurs fois le Barça. Et puis, il revient aussi de loin parce qu'il a été blessé presque toute l'année 2022. Il s'était fait les croisés. Et tout le monde en Espagne s'était demandé est-ce qu'il va un jour retrouver son niveau, Oyarzabal. Le docteur lui avait dit tu vas être de retour sur les terrains dans 8 mois, mais calme-toi. Tu vas encore mettre 2 ans à être complètement remis. Résultat, il a répondu direct avec une saison à 14 buts en 2023. Ensuite, il gagne l'Euro en 2024 en marquant le but victorieux de la finale. Là, il reste sur 2 saisons à 18 buts et désormais il est champion du monde en tant que titulaire. Donc l'histoire est belle et je trouve que c'est ceux dont on parle le moins qui méritent le plus d'être mis en avant. Voilà. Mais aussi parce que... Campeones, Pardon, excusez-moi. Il incarne bien cette équipe espagnole aussi, effectivement. Ouais, je trouve. Ouais.
Renaud. Moi, Yamal. Kane Yamal, donc. Le petit frère. Le petit frère, ce gros bébé qui marche. Il est tellement jeune qu'il nous a fait oublier l'âge de Lamine, quand même, faut le dire. Même les enfants des joueurs qu'on voit au stade sont plus âgés que le frère de Yamal. Tu sais, ça arrive de voir les frères et sœurs des joueurs dans les tribunes, ceux qui n'ont pas percé, qui sont venus soutenir ceux qui ont percé. Enzo qui soutient Lucas Zidane. Renaud qui soutient Ruben. Enfin bref, voilà, vous avez l'idée. Kane, on ne sait pas encore s'il va percer, ça c'est fort. Mais ce que j'aime, c'est qu'il a amené un peu de douceur et d'innocence dans cette fin de Coupe du Monde et c'était assez plaisant, je dois dire. Et son grand frère a pas pu faire la fête longtemps dimanche soir, il avait des devoirs à finir, Lamine. Voilà. Et il devait coucher son petit frère. Il devait coucher son petit frère. Et puis il a le prénom du nom d'un attaquant qui est quand même pas mal. S'il l'associe avec son nom de famille, Purée, ça peut devenir un sacré joueur, un Ken Yamal. C'est pas écrit pareil, mais ça paraît, effectivement. Bon, les flops maintenant, parce qu'il y en a eu quand même des flops. Qu'est-ce que t'as choisi, Fred? Moi, j'ai choisi une image que j'ai trouvée, qu'on a vue quasiment à tous les matchs. C'est ces joueurs qui se regroupent auprès de l'arbitre de manière assez agressive pour contester une décision. On ne voyait plus ça. Il y a eu une règle à un moment donné. Il n'y a que le capitaine qui vient parler à l'arbitre. Il y a une distance, presque, j'allais dire de sécurité. Ça semble même fou de le dire ça. Mais une distance à respecter avec l'arbitre. On l'a pas vu. Ça donne encore une fois une image désastreuse au niveau de l'arbitrage. Mais on ne voit pas ça au handball, au basket, au rugby. On voit ça nulle part. Moi, j'aime beaucoup le judo. En judo, il y a eu un geste aux Jeux Olympiques d'un adversaire de Teddy Riner qui s'était emporté. Il a été exclu pendant des mois et des mois. Là, c'est complètement impuni. Encore une fois, c'est une image donnée du foot qui n'est pas bonne pour ceux qui commencent le foot. Les arbitres sont souvent les boucs émissaires, même au plus jeune âge. C'est l'arbitre qui nous a fait perdre. Et il faut lutter contre ça très souvent. Et là, moi, je pense, ne serait-ce que revenir. Par l'arbitre jaune. Il n'y a plus que le capitaine qui peut parler à l'arbitre. Tu parles à l'arbitre jaune. C'était déjà censé être mis en place. Oui, mais c'est le truc de tu parles à l'arbitre. C'est facile à mettre en. Puisque maintenant, avec la main devant la bouche, c'est carton rouge. Il y a une règle complètement, que je trouve très bizarre à appliquer. Difficilement Messi applicable. Messi a tenté contre Coucouré. Mais ça, c'est facile à respecter. Tu dois être à 1 mètre de l'arbitre, sauf si t'es le capitaine. Et puis sinon, si tu rentres dans cette zone-là, carton jaune. J'aime bien au rugby où ils font reculer la pénalité plus proche de ton but. Si voilà. Et par exemple, alors voilà, t'avances de 10 mètres le coup franc, puisqu'ils sont de toute façon tout le temps en train d'essayer de faire avancer 10 mètres de manière truquée. Je pense que c'est facile à appliquer et ça redonnerait un petit peu de respect à l'arbitre. Voilà. Moi, ça m'a pas plu ça. Ouais, moi, c'est aussi une question de respect. Un de mes flops, c'est l'équipe du Paraguay. Franchement, ce match contre la France, c'était incroyable. J'ai détesté ce match. Coup bas, provocation, anti-jeu, enfin, il y avait tout. À la fin du match, t'as l'entraîneur et le gardien qui en mettent une couche en critiquant la France, en disant que les Français manquent de fair play, gagner du temps, etc. La sénatrice, la capitaine. Mais ça, c'est le lendemain. Mais tu pars te coucher après le match, t'es énervé. Tu te lèves le lendemain, t'as une sénatrice paraguayenne qui insulte Mbappé, qui tient des propos racistes. Fils de embrouille de quartier. Mais oui, mais c'est grave. C'est une élue, c'est une ancienne avocate, c'est extrêmement grave de donner cette image-là. Et autant la Norvège m'a donné envie d'aller visiter le pays, autant les Paraguayens m'ont donné envie d'aller jamais mettre les pieds dans ce pays. Il passera pas ses vacances. Ça, c'est Elle lui demande de s'excuser. Oui, mais ça dépasse l'entendement. Elle menace de porter plainte pour violence de genre. Ça, voilà. On rappelle que elle a tenu des propos racistes. Ah ouais, totalement. Oui, elle a parlé de choses qu'il ne vaut même pas citer. Il ne faut même pas les citer. Allons plutôt sur ton flop, Yves. Alors, sur mon flop, j'ai commencé par la lettre A en me disant, allez, on va y aller gentiment. Bon, je me suis arrêté à A. Pour une équipe, j'ai mis l'Allemagne. Bon, je l'ai trouvée, elle m'a plu contre la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé qu'elle avait fait un match solide, il y avait de l'intelligence, il y avait quelque chose. Et puis, elle s'est éteinte. Bon, elle était victime d'un Paraguay... voilà, qui a été cité, on sait exactement ce que c'est. Alors j'ai mis l'Allemagne, mais c'était l'équipe. Et puis après, j'ai mis un petit peu, comme Fred, j'ai mis l'arbitrage. Mais encore une fois, pas l'arbitre. Parce que eux, ils ont été soumis à des... Bien sûr. Ouais, à une sorte de pression qui était difficile. On parlait de cette remise en jeu qui doit se faire plus vite. Moi, j'ai vu un arbitre compter 1, 2, donc non. Et en plus, les joueurs ont trouvé la faille. Après, il y avait une question de ballon, on comprenait pas. Donc, c'était pas facile pour eux et je pense qu'il n'y a pas eu de cohérence au niveau de l'arbitrage. Donc, on les a mis, ces pauvres arbitres, parce que c'est vrai, on les a mis dans des conditions difficiles. Et cet arbitrage a eu une influence sur le jeu, une influence sur le mondial, en fait, mais la faute malheureusement. Je pense que la faute est à aller chercher vers cette commission d'arbitrage qui est dirigée par M. Collina. Quand on pense qu'on laisse un arbitre suisse
j'ai vaguement lu qu'il y avait un classement Top qui 10 mondial, est 9e ou 10e mondial ou quelque chose comme ça, Sandro Scherer, et qui est là. Alors Fred m'a donné, je vais le laisser juste donner Non, son mais le explication. problème, c'est qu'il est parti qu'avec Voilà. un seul assistant de Almeida. Il n'y avait pas le deuxième. Le deuxième, son deuxième habituel, n'est pas allé à la Coupe du Monde. Et donc, du coup, moi, j'avais compris que de toute façon, il serait Voilà. au mieux remplaçant. C'est absurde. C'est aberrant. Mais hallucinant, parce que c'est quoi? C'est 6 semaines avec les semaines avant et tout. On a un arbitre de qualité qui arbitre pas un match, simplement parce que son assistant leur a pas été reçu. Mais il n'y en Qui a a qu'un fait sur la les deux. dernière demi-finale de Champions League. Donc quand même. voilà. Oui. Oui, et en plus, ils ont fait la dernière demi-finale match. de Champions League. Ouais. Donc on peut se poser des problèmes sur simplement la cohérence de l'arbitrage et ce qu'il aurait donné. Voilà. Après, l'arbitre lui-même, moi, j'ai de la peine à leur en vouloir parce que, pour prendre juste un choix, pour bien le montrer, l'arbitre ouzbek pour Paraguay, France, eh bien, on a su comment jouer les Paraguayens contre l'Allemagne. Donc on est attentif à ça. Donc on met un arbitre qui a une certaine expérience de match où il y a ça, où il y a une En tension. arrivant contre Voilà. la France, ils C'est ont tout. déjà pris 8 jaunes dans la compétition, les Paraguayens. Donc on se doutait. Donc voilà, c'est ces petites choses-là, mais c'est un flop qui me dérange à quelque part. Voilà, mais il faut en parler quand même. J'entends. Tontin. Oui, alors moi c'est de nouveau un joueur mais qui est symbole d'autres joueurs. C'est Achraf Hakimi, le Marocain. Alors déjà footballistiquement, et même les médias marocains en parlent, il a un peu crevé la sélection, il n'était pas au niveau, il n'a pas eu l'attitude non plus du leader capitaine. Certes, il est toujours un peu dérangé physiquement, mais quand même. Mais surtout pour moi, je voulais le mettre parce que c'est un symbole de juste parce qu'il s'est tapé dans une balle, on oublie qu'il va être prochainement jugé pour viol. Et à chaque match, on se retrouvait à commenter des agresseurs de femmes, en faisant semblant que rien ne s'est passé. Thomas Partey, Ryan Mendes, Kai Chusano, Luis Suarez, Thiago Almada, Lucas Hernandez, et même Cristiano Ronaldo, même si ça remonte à 2009, il est pas par hasard qu'il n'est pas allé aux États-Unis depuis, je sais plus, 2014. Donc voilà, il y en a certains dans la liste qui ont été condamnés, il y en a d'autres qui sont encore bien sûr présumés innocents, mais il y a un malaise. Je vous donne l'exemple de l'arbitre VAR néerlandais Rob Dieperink. Il a été exclu de la Coupe du Monde après des accusations d'agression sexuelle sur un mineur de 17 ans. Il a été arrêté en avril, il est décédé depuis, mais ça ne change pas mon propos. Je ne comprends pas qu'on arrive à être intransigeant avec un arbitre, mais les joueurs, voilà. Tout Hakimi qu'il soit, j'espère qu'on arrivera un jour à être intransigeant avec eux. Moi, je te rejoins. Enfin, ça complète un petit peu peut-être. Moi, mon flop, c'est la Coupe du Monde 2026, en fait. Je crois, lors du 2 ou 3e épisode, Fantin, tu parlais de cette dissonance qu'on s'apprêtait à vivre en tant que fan de foot, mais quand même conscient de tout ce qui est en train de se passer. Et tant mieux qu'on puisse en parler de manière ouverte. Mais purée, là, la dissonance, on a dû faire avec. Hein. Je suis schizophrène à la fin de cette Coupe du Monde. Donc c'est vrai que c'est très, très dur. Je me souviens d'extraits de matchs de la Coupe du Monde 2002 entre, par exemple, l'Italie et la Corée du Sud. Taper bêtement highlight Corée du Sud, Italie, c'est un scandale de A à Z. C'est pratiquement pareil pour le match de la Corée du Sud contre l'Espagne qui suit. Et en fait, je me disais, bon, c'était à l'époque, on n'avait pas toutes les images qu'on a aujourd'hui. Et en fait, je trouve que là, on se retrouve dans un contexte un petit peu qui va bien avec la société actuelle, c'est que on a encore plus les images qu'avant, mais on est tout autant impuissant qu'à l'époque. On est obligé de subir ce qu'on voit. Qu'est-ce que tu peux faire de plus devant ta télé que oh là là, mais cet arbitre, oh là là, mais cette expulsion d'Embolo. Bref, et d'ailleurs, je suis tombé sur une statistique assez impressionnante qui atteste un petit peu de tout ça. Figurez-vous qu'il y a eu plus de scandales pendant cette Coupe du Monde que de tirs cadrés argentins pendant la finale. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important de relever. Fuck la FIFA. Et puis qu'est-ce qu'ils en pensent, nos potos? C'est quoi l'image qu'ils ont retenue, nos potos sur Instagram? Oui, c'est vrai. Alors, on vient de me les envoyer. Déjà, il y a quelqu'un qui a dit la danse des Belges qui imite Trump dans le vestiaire. Ah oui. J'ai trouvé ça génial. Michael Merino a refait la même juste derrière Trump pendant la remise du Et trophée. puis juste avant, t'as Rodri qui lui dit bon. Rodri qui lui dit dégage la Oui, photo. juste sortir. Qu'est-ce que c'est gênant, C'est ça aussi. tellement Et énorme. qu'est-ce que ça montre, C'est horrible. effectivement, comment le monde du foot, comment les vrais acteurs du foot sont gênés par ces deux personnages. Bon, il y en a un qui va plus exister, c'est Trump pour le foot. Malheureusement, On il va l'espère. exister avec la même dramaturgie et les mêmes conséquences néfastes Ouais, pour ils le ont monde, et pris c'est le peut-être truc. encore plus grave. Et l'autre, Infantino. Virez-moi ces deux clowns. C'est un des trucs que relèvent les gens parce que oui, on vous a demandé comme d'hab, on vous a demandé quelle est votre image marquante du mondial. Alors, il y a des images cool et il y a des images plus gênantes, notamment l'ingérence Trump-FIFA qui arrive en deuxième position du plus grand nombre de réponses. Mais le top 1, c'est Monzambi. C'est l'image principale que vous avez donnée. Ça fait plaisir d'avoir un peu de positif. On a eu l'Argentine avantagée qui est beaucoup revenue. Le tournoi de Messi qui est revenu quand même malgré l'Argentine avantagée. David Lemos, le copain David Lemos, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps.
Et j'adore son coup de gueule. Et je tiens à dire que si ça fait autant de bruit, c'est peut-être qu'on fait pas assez de coups de gueule du genre. Et ce serait bien qu'on le fasse plus souvent, même pendant les matchs et tout. Ça a sa place. Bravo David. Gianni en loge, voilà, vous avez mis le rouge d'Embolo, le soutien de la Nati envers Mbolo, le tir au but de Vargas, l'arrêt de Kobel, le but d'Undoy, la Nati qui réveille tout le pays à 3h et à 5h du mat. Paredes le boxeur, ça dans les moins bien. Le racisme de certains supporters, vous l'avez cité. Oui. Et la cabale médiatique contre l'Albi Céleste. Ça, c'est un Argentin, je pense, qui a commenté, ou une Argentine, mais c'est vrai que voilà, il faut pas non plus tomber dans ce qu'on leur reproche. Et puis pas essentialiser, puis mettre tous les Argentins dans le même paquet. Mais voilà. Fantin qui cite les agresseurs qui ne sont pas interdits de jouer. Voilà, je viens de le faire, donc c'est un peu cliché, Ça réagit mais vite. Hein. C'est un peu cliché, mais ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui a dit ça. Donc merci pour vos réponses. Voilà. Ouais. Bah, riche et varié, quoi. Riche et varié. Riche et varié. Mais Bon, pour ouais. les Argentins, juste, Oui. c'est parce que ils peuvent faire tellement mieux que ça. C'est juste ça qui nous déçoit. Ouais, je pense. À Ils un ont des moment joueurs de donné, fou, encore une fois, ce qu'ils font pendant 35 minutes contre l'Angleterre, c'est magnifique. C'est du football avec une touche, deux touches, des accélérations. Donc on se dit, mais oui, mais faites-le. Ils sont capables de ça. Mais quoi. faites-le, arrêtez. Non. On tombe contre l'Espagne et puis on a 0 tir, 0,0 X goal. Je suis curieux de voir sans Messi, justement, ils vont être un petit peu obligés de se réinventer quand même. Hâte de voir Nico Pass. Oui. Ouais. Qu'on n'a pas vu. Donc On n'a pas vu. On a très peu vu parce que c'est censé être le remplaçant de Messi poste pour poste. Si on joue un petit peu. Volontiers. Nous aussi. sûr. Revenons sur le jeu. Ah. Revenons sur le jeu. Allons, Stéphanie, effectivement. l'heure de la revanche. Et on continue Revanche. pour ce deuxième Moi, je compte quiz. sur mon numéro 10. hein. Ouais. Les équipes Trisconi-Scola versus De Vargas, Bon, moi, Debonair. pardon. Pour cette première question. Oui. Oui, bah, je veux dire, moi, c'est pas Nico Paz, c'est Nico Pal. Tout simplement, juste malheureusement. Pour cette première question, je vais vous donner 3 possibilités. Vous devrez me dire laquelle est vraie. Une fois que j'aurai fini l'énoncé, vous vous mettez d'accord par équipe sur laquelle vous choisirez. Ma question, pendant cette Coupe du Monde, Lionel Messi a battu plusieurs records, notamment celui du meilleur buteur de l'histoire du mondial, qui jusqu'ici était détenu par l'Allemand Miroslav Klose, qui est désormais détenu par Mbappé, qui a redépassé Messi de 1 but. Mais il y a eu un moment pendant ce mondial où Messi seul a détrôné Klose. Qu'est-ce que Messi a fait juste après avoir battu ce record ? Petit 1, il est allé brûler un cierge après le match. Petit B, ou 2, il a offert le ballon du match à son fils aîné. Ou petit C, petit 3, il a passé un coup de fil à Miroslav Klose. Sachant qu'il parle rien d'autre que l'espagnol. Il parle Ouais. pas avec Et que le- Klose ne doit pas parler espagnol. Non. Ouais, Allez, on dit. le maillot, le ballon. Le ballon à son fils. Ouais. Il a gardé le ballon du match. Le cierge, c'est à son improbable. fils. Mais... Réponse 2, Ouais. mais nous aussi, je crois. Ouais. réponse 2. Ouais. Eh bien, c'est 0 point pour les deux, puisque Messi a appelé Klose après avoir battu son record. D'accord. Klose qui est aujourd'hui entraîneur Nuremberg, ex-coéquipier du coach argentin Scaloni à la Lazio de Rome. Donc, Scaloni en fait a organisé l'appel, Ah ouais. mais effectivement, immense question, quelle langue ont-ils parlé? Messi, il sait pas un mot d'anglais. Mais il y avait un interprète Je à pense côté. que Scaloni Bah faisait oui. la trad. Bah oui, clairement. oui. clairement. Ouais. Klose a déclaré quand même, c'était la première fois qu'on parlait longuement avec Léo, c'est drôle, c'est seulement à ce moment-là. Oh, longuement. C'est 2 minutes. longuement via traducteur. Ouais. C'était très émouvant. Il m'a dit qu'il m'enverrait un maillot dédicacé. Et effectivement, Messi peut bien se permettre ça, puisque selon le magazine Forbes, il est devenu milliardaire en 2020. Après, Klose, il parle peut-être un peu italien aussi, mais bon. Oui, je pense qu'ils ont dû se comprendre en Oui, italo-espagnol ouais. peut-être. ouais. C'est possible. Voilà pour le coup de fil. Et on continue avec Maxence Lacroix, le joueur français. En foulant la pelouse lors de ce mondial, le joueur français Maxence Lacroix a marqué l'histoire de la Coupe du Monde au niveau lexical. Pour quelle raison? Il est l'homonyme de Léo Lacroix. Non, Ah, ça marque l'histoire. Non, c'est pas ça. ça marque l'histoire. Quand vous allez savoir la réponse, vous allez encore plus vous foutre de ma gueule. À niveau J'ai- lexical. Il y a de nouveau 3 possibilités là, on est d'accord. Non, Ah, là pas c'est ça. question Non. libre. Ah, Excusez, ok, j'ai pas pardon, précisé. Quoi, Vous pour pouvez les y jeux de aller. mots, la croix et Ça la a rapport avec la manière. Ça a un rapport avec les lettres. Maxence Lacroix. Ah, Il y a 2 X. Ouais, alors là, c'est. C'est un partout, on est d'accord. Un hein. partout. Ouais, je pense. Allez, un point chacun. Puisqu'effectivement, c'est le premier joueur On connaît notre alphabet. Voilà, super, bien joué. Xylophone. Maxence Lacroix est devenu le premier joueur de ce mondial à avoir un X dans son prénom et son nom de famille et à fouler la pelouse avant lui. Et alors là, vous allez rire. Il n'y en a eu que 3 dans l'histoire, c'est au mondial 94. Les voici en photo, les 3 Grecs qui s'appellent, et c'est pas un sketch, Alexios Alexandris,
Alexandros Alexiou et Alexandros Alexoudis. On dirait un sketch. Donc si vous avez un fils, que dans votre nom de famille ou une fille, que dans votre nom de famille il y a déjà un X, hein, vous savez ce qu'il faut faire si vous voulez en faire un champion. Ce jeu de lettres a tellement perturbé notre production que les drapeaux sont inversés. T'as vu Oui, alors ça c'est pas de la faute de la production. Hein. Je tiens à dire que c'est l'image que j'ai trouvée moi-même. D'accord. J'en ai pas trouvé. Pardon les gars, je vous aime. Ouais, c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. J'ai pas trouvé de photo où il y avait la tête des 3 Grecs, où il y avait pas les faux drapeaux. On poursuit avec la dernière question qui va vous départager sur cette manche. Hey, Roger. Oui, Roger Mila, 1994, il avait passé 42 ans au moment de cette photo. Qui était le joueur le plus âgé de la Coupe du Monde 2026 et quel âge avait-il? C'est un Vozinha. gardien de but écossais, Gordon. Waouh. Oh là, c'est trop fort. Oh putain. Alors là, Scola, respect, parce qu'il est effectivement resté sur resté le gardien écossais. Et malheureusement, quand tu dois commenter l'Écosse dans la Coupe du Monde, t'es obligé quand même Je de savais faire pas la que liste. t'avais l'Écosse, bien joué. 43 ans. Hey. Et regardez comme il est beau pour 43 ans. Ah ouais, j'avoue. Mais il a pas joué. Hein. Ouais, il a pas joué. il a pas joué. C'était sa dernière danse, il vient d'annoncer sa retraite après 25 ans. Sa première et de dernière, carrière. peut-être non d'ailleurs. 710 matchs, 84 avec l'Écosse. Il avait aussi joué l'Euro 2021, mais aussi sur le banc. Légende des Hearts of Midlothian, avec qui il avait été champion d'Écosse 2006, puis après il a été quintuple. Il aurait dû être champion d'Écosse cette année. Il aurait dû cette année. Mais il a été quintuple champion d'Écosse avec le Celtic quand même. Il a joué à Sunderland aussi, mais 43 ans, c'est pas le record de l'histoire de la Coupe du Monde. Hein. On se rappelle. Essam El Hadari, Oui. le gardien égyptien au Mondial 2018, c'était 45 ans, 5 mois et 10 jours. Et il avait joué, lui. Voilà pour Craig Gordon, ça fait 2-1 pour la team Trisconi qui égalise à une manche partout. Le dernier quiz tout à l'heure sera décisif. Bon, on voit que les années passent, il y a des joueurs qui seront plus là dans 4 ans. C'est l'occasion pour nous de se projeter un petit peu sur la prochaine Coupe du Monde, celle de 2030, 3 continents, peut-être 64 équipes au lieu de 48. La FIFA y réfléchit. Yves, est-ce que ce serait une bonne idée d'élargir encore un petit peu plus? Ouais, à 64. Non, je pense pas. Non, je pense pas parce que ça fait beaucoup de matchs. Ça va encore plus niveler, mais vers le bas, je pense quand même, à quelque part. Et Pablo l'a dit souvent dans ses interviews, la Coupe du Monde a commencé en 8e de finale, en fait. Alors, il y avait quand même un petit avantage à avoir 48 équipes, c'est qu'on a découvert 1 ou 2 joueurs de pays qu'on n'aurait peut-être jamais découvert. Je pense à un joueur du Curaçao qui m'a frappé, je n'ai pas son nom malheureusement, mais que je trouvais vraiment une sorte de numéro 10, un petit peu comme ça, que je trouvais très bon. Donc ça nous donne une certaine ouverture. Mais à un moment donné, on est à la Coupe du Monde et on est en finalité, donc il faut qu'il y ait vraiment, à un moment donné, un niveau d'équipe qui soit quand même plutôt tiré vers le haut. C'est un peu élitiste ce que je dis, mais c'est la Coupe du Monde. Donc Mais 48, c'était mieux que 32? Personnellement, j'aimais bien 32. J'aimais bien 32 parce que ça faisait un nombre de matchs correct, une Coupe du Monde qui durait pas longtemps. Et c'était facile parce qu'on avait 8 groupes de 4. On partait tout de suite derrière avec les 2 premiers de chaque groupe. Là, on va partir avec les 2 premiers de chaque groupe, mais avec 32 équipes. Donc, j'avoue que pour la première fois, j'ai eu long. une fatigue du foot. Mais Première oui, fois- première la fois que dernière semaine, alors que c'est les matchs les plus intéressants, les demi-finales, les films étaient raides. mais on va passer de, 107 matchs là à 104. 104. à 100, 128. 128. Si ça se fait, hein, c'est pas confirmé. Donc encore, et il faudra encore plus de stades. Et qui pourra organiser la Coupe du Monde? 14 pays. Donc, Mais je sais pas si ça va vous faire cette intervention. Mais moi, 48, je l'avais déjà dit, je crois, ici. Ça enlève les meilleurs troisièmes. C'est une aberration. Passer à 64, ça Si tu enlève. passes à 64. Ouais, la formule à 48, elle est pour moi, elle est débile, ça ne fonctionne pas. Passer à 64, ça retrouve effectivement une formule normale, mais il y a trop de matchs. Là, déjà à 48, moi, j'ai eu l'impression de voir 3 compétitions. Non, mais moi, à la fin, je me rappelais plus. Enfin, le Congo, Curaçao, Haïti, oui, ils étaient là, mais c'était. La pour Turquie moi. a joué, c'est La jamais. Turquie, voilà. Non, mais on oublie ça. La Tunisie aussi a joué. 64, oui, mais quelque chose d'impossible. On part direct en match à élimination directe. Là, je suis d'accord. Mais personne ne voudra ça parce qu'on ne peut pas faire venir une équipe pour un match. Ouais. Donc c'est impossible. Mais le problème, il est là. Il y a trop de matchs de groupe avant. Alors, est-ce qu'il faut... Et je suis pas vraiment un fan parce que je trouve que c'est pas équitable non plus. La formule de la Ligue des Champions, est-ce qu'on peut inventer un formule un peu hybride? Mais je trouve que ça fait encore pareil. Trop de matchs. Et moi, je suis pas d'accord. Je pense que on peut organiser une Coupe du Monde à 48, 64 dans un pays où il y a déjà les stades. L'Arabie Saoudite va le faire en 2034. Je veux dire, je pense que l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Argentine, le Brésil, ils ont suffisamment de stades pour organiser. Mais maintenant, c'est plus ça l'idée. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Là, c'était déjà trop grand en termes de distance. Ça va être...
Encore En fait, pire. Et puis en Ouais. termes de pollution, alors ça, Greenly, c'est une entreprise française spécialisée là-dedans. Dans les décomptes, les statistiques écologiques, ils parlaient de 7,8 millions de tonnes de CO2, ce qui est, je crois, plus C'est déjà Infantino pour arrêter de plus vouloir du être à double. tous les matchs. Oui. C'est déjà Oui, ce serait peut-être plus du double que le c'est Qatar. Et effectivement, lui, ça sert à rien. On a besoin de le voir à chaque fois. il a dépensé avec son jet visiblement autant qu'un humain normal dans une année entière. Donc, Il a passé 5 jours consécutifs dans son avion, c'est Tallinn toutes les heures. Allez, 5 jours non-stop. t'allais dire quoi, Renaud, excuse? Ouais, non, pardon, Voilà. mais c'est que il y a, en fait, c'est le cul entre deux chaises, quoi. Dans le sens où, il y a trop de matchs, effectivement. On s'en sort pas. Fred, tu l'as suffisamment répété ici, entre aujourd'hui la dernière fois que, ce truc du meilleur troisième, en plus, je comprends pas. J'ai pas envie de comprendre. Voilà, ça m'amuse pas de comprendre comment il fait comment on sait qui va jouer contre qui. Enfin bref. Par contre, effectivement, ça met quand même en lumière des nations qu'on n'aurait jamais vues en compétition. Et Genre l'Italie. mais même pas. Mais ils vont C'est- revenir à 64 au moins. Mais si on fait un Euro à 64, là peut-être, il y a de la place pour l'Italie. Là éventuellement. Non mais enfin, ce but, pardon, là aussi son nom m'échappe décidément, mais voilà, le latéral capverdien qui marque contre l'Argentine, l'Iran qui en plus doit se battre contre le pays qui était censé l'accueillir et la FIFA. Enfin bref, ça met en lumière justement des gens, des personnalités, des équipes. Et c'est peut-être Ouais, je suis partagé. le bon aspect de ce gros format. Maintenant, il y a les problèmes qu'on a cités précédemment aussi. Bon, on verra bien ce qui se passe dans 4 ans, on aura le temps de reparler de On toute va bien façon. débattre, ouais. Et on va bien Mais juste débattre. comme ça, ce dont on parle, c'est des éléments très ponctuels. Ce but, ok, magnifique. Ouais. Mais à quelque part, bon, ok, Ouais, Il n'y en a pour pas le eu Coupe du 10, monde. quoi. Non, Il n'y mais en a pas eu 10. il y a eu le nul du Cap-Vert contre l'Espagne Et qui tient oui. tête quand même au futur Oui. champion. Mais en faisant quoi? Comment ils ont tenu tête au futur Oui, champion? bah, t'es obligé de fermer. Ils ont posé un bloc, alors on Ils a... ont posé un bloc sans faire comme le Paraguay. Alors, peut-être, tu ils vois, ont fait Ouais. une faute de tout le match. Ouais. Mais le Cap-Vert a montré qu'il savait Mais jouer au foot. oui, contre oui, l'Argentine mais ouvert. le problème, c'est qu'on a vu beaucoup de matchs défense-attaque Oui, ça, ou c'est vrai. Non, attaque-défense, ça, si c'est vous vrai. par préférez. contre. Ouais. Et donc, automatiquement, Ouais. là, on est un petit peu moins bon. Là, on va défendre bas, on va défendre bas, on va défendre bas, et les autres vont tourner. Rappelez-vous du premier match de l'Espagne Ouais, c'est ça. contre Le Cap-Vert, le Cap-Vert. Ils ont tourné. Je me suis dit, on est reparti avec un Espagne-Maroc, je crois, où il y avait 900 passes ou quelque chose comme ça. Et le Et Maroc puis, qui à la gagne fin, derrière. et puis ils gagnent au penalty tir au les but. autres. Voilà. Et donc, quoi Ouais, parce qu'avec ce meilleur troisième, t'as plus besoin de gagner les matchs. Ouais, un des matchs match, changeants, un c'est match ça. nul, C'est c'est ça. ça te qualifier. Non, non, c'est- Le Australie-Paraguay à 0-0, quelle purge, parce qu'ils s'en foutaient, ils passaient. Quoi. non, mais 64. Bon, on sait pas, hein, on sait pas s'il y aura 64 équipes. Oui, Pour c'est vrai l'instant, qu'on c'est spécule, 48. on spécule. On spécule un petit Pardon. peu. On verra bien ce que la FIFA décide. Ce serait On est pourquoi pas, sûr. si ça arrive. 2030, on en Peut-être parle déjà pour la prochaine. 2030. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2030, ce sera Maroc, Espagne, Portugal, les organisateurs, plus 3 matchs d'ouverture en Uruguay, Paraguay et Argentine. Et à Bref, Cossonay, 3 continents, il faut un petit truc. ça promet. Ça Un dernier petit quiz, puisque volontiers, c'est le terrible. dernier tour de piste RTS d'Yves Desbonheur. On est obligé de faire un petit quiz Yves Desbonheur. Spécial Débonnaire. Quelle est son adresse, sa couleur préférée. Voilà, et du coup, il y a. Eh, ça, je vais marquer des points par Bah, ça. justement, c'est Si ça. vous gagnez pas ce quiz-là, c'est dur. Donc on garde les mêmes équipes qu'avant, mais évidemment, sur Je suis cette inquiet, manche, quand il y a même. un petit avantage pour notre invité. Ma foi, Potogol, c'est comme ça, c'est comme la FIFA. On n'a pas peur d'en favoriser certains en Mondovision. Attention, rapidité. Waouh. Quel chef-d'œuvre. Photo avec l'ancien président. Où est Yves Desbonheur sur la photo? Et Yves Desbonheur et sa moustache jeune sur la photo. De quoi je parle si je vous dis, et là on y va en rapidité, Yves Desbonheur, historique, mur de Berlin. De quoi je parle? Qui est Il ose pas dire alors qu'il sait. T'as joué un match, tu nous en as parlé, t'as joué un match en Allemagne de Prends ton l'Est. point, Yves. C'est le dernier match d'une équipe, on va dire étrangère, qui a joué en Allemagne de l'Est. On a joué contre Karl Marstadt. Karl Marstadt. Karl Marstadt, ouais. Ce match-là, et c'est le dernier match après le mur est tombé. Exactement, c'était 8 jours. Quelle influence tu as sur l'histoire du monde? Oh, mais c'est quand j'avais lu ça, j'ai dit, ouais, bon, c'est 8 jours avant la chute Ouais, du mur, c'est t'entraînais ça. le FC Sion. c'est ça. C'était le 1er novembre 1989, défaite 4-1 à Karl Marstadt, aujourd'hui Chemnitz. C'était au deuxième tour de la Coupe UEFA. Dans C'est le moins stade. agréable. Des fois, Ouais, la 4-1, désolé, vous aviez gagné l'aller en plus, je crois. Dans le stade Ernst Thälmann. Ouais. Et en plus, apparemment, ton équipe était décimée, il manquait plein de monde. Oui, oui, Et t'avais lancé des petites 19 ans type Sébastien Fournier. c'est ça. C'est pas C'est mal ça, quand même. oui. Voilà. Mais t'étais allé 3 ans avant aussi, en 86, de l'autre côté du mur, comme joueur du FC Sion, à Katowice, à Dresde. Ouais. Puis tu racontais qu'à Katowice, votre hôtel était à peine 500 mètres de l'entrée d'une mine géante. Et tu disais, les Est-Allemands, on a l'impression qu'ils en peuvent plus de rester enfermés.
À quoi Ouais. tu sentais ça? Bon, Katowice, c'était Pologne. Hein. Oui, pardon. Ouais, c'est Mais vrai. c'était assez impressionnant la peur qu'il y avait chez les gens qui se promenaient en croisant des comme nous par rapport à... c'était Jaruzelski, le maître de ce pays à ce moment-là. Et on avait amené des shampoings, du chocolat, des tas de choses pour les gens. Et quand on donnait ça, ils n'osaient pas prendre parfois. Et on voyait... une file devant une boulangerie. J'étais avec Alain Ballet, Pierre-Marie Pitié, ces gens-là qui ont aussi une sensibilité. Et on se baladait dans Katowice, on voyait une boulangerie et il y avait une file. Puis tout à coup, la boulangerie se fermait, mais la file, beaucoup n'avaient pas eu de pain. Et ceux qui rentraient dans la mine là-bas en face... Aller faire du foot là au milieu, c'est Ah ouais, non, c'était marquant. C'était marquant, mais c'est l'avantage d'aller jouer dans des endroits et d'avoir joué à Karl-Marx-Stadt, par exemple. C'était assez extraordinaire. J'avais voulu acheter un cadeau pour mes enfants. J'avais trouvé, il y en avait beaucoup, un petit train en bois magnifique pour mes enfants. Mais il n'y avait pas 10 000 choses dans les rayons. Il y avait un certain nombre de choses. Et d'avoir eu la chance de vivre ces moments-là, c'est quelque chose de fantastique. Ouais, ça touche là, quoi. Ça touche là, ouais. Et ça fait surtout 1-0 dans le quiz. Oui, alors ça... Ça aura servi à ça quand même. Ça, c'est un peu dur pour eux quand même. Ouais, c'est clair. mais- Et c'est pas fini. Question rapidité maintenant. Quel joueur présent dans cette Coupe du Monde 2026 a pris un carton rouge et jeté son maillot par terre lors d'un match où Yves était coach? Ouais, si vous trouvez, alors c'est que vous êtes Il s'est pris un Vous êtes rouge. C'est exceptionnel. un Suisse. Non. Non. Pendant ce mondial, il s'est pris un Non. rouge. Non. À l'époque, où Ah. il était junior, le joueur. Ouais. Notre ami Yves était coach. Voilà. Et chez les adversaires, il y a un joueur très connu aujourd'hui qui a jeté son maillot par terre, pété un câble, Xhaka. pris rouge. Dans les adversaires. C'était Pardon, pas un Suisse. adversaire. Ah, ok, excuse. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Fantastique. Le point est Alors, offert par Fred, Yves, un magnifique. partout. Ouais. Mais Ouais. effectivement, il avait fait ça. C'était Suisse-Portugal junior. Quelle catégorie d'âge? Non, c'était Non. France-Portugal, je pense. Ah, France, excuse. Où l'adversaire, je l'ai plus en tête, c'était quand la Suisse est devenue championne d'Europe avec Marcus Frey comme entraîneur. J'étais observateur de l'adversaire. J'observais le Portugal. Il y avait un numéro 7 exceptionnel qui driblait, mais alors bon. Et puis il a pris un jaune. Et puis à 2 minutes de la fin, il a repoussé un adversaire. Et puis l'arbitre a mis deuxième jaune rouge. Il était au poteau de corner là. Le banc était là-bas. Il a enlevé le maillot. Il l'a posé par terre. Il a fait le tour du terrain, il a passé devant son entraîneur et il est parti. Et j'ai lu Cristiano Ronaldo. J'ai dit, ouais, pas mal. Il avait à peu près 15 ans, je crois. Il y avait pas. T'avais pas parlé au coach portugais qui avait dit genre c'est une future star, faut le laisser. Oui. Mais il n'avait pas dit faut le laisser. Il avait dit on travaille sur ça, Ok. mais c'est un des plus grands. Ça va être un des plus grands. Il avait bien vu. Pour le coup. Et C'était regardez pas la trompé. tête de Cristiano à l'époque. Il échoue comme tout avec ses bouclettes. Ouais. Voilà, on continue. Yves Desbonheur a prononcé un jour cette phrase. Avec le recul, je me dis que j'avais des rondelles de salami dans les yeux. Il faisait référence à un joueur suisse dont il avait pas repéré le potentiel. Comme il lit tout, Fred. c'est Quel facile. était ce joueur? Alors je vais le dire avant lui parce que Vas-y, ça, vas-y. Vas-y, on faut a faire un avantage. point quand même. Non, c'était Dan Endoy. Dan C'est vrai. Endoy, que C'est t'as vrai. sélectionné ni en M15, ni en M16, ni en M17. Et puis après, t'as enlevé les rondelles, puis M18, tu le Non, mais sélectionnes. une fois, parce qu'après les M18, on était Claude et moi, donc Claude Riff, et Dan avait évolué, et puis on l'a pris. Et puis après, les 18 sont partis avec Claude ou avec Heinz Moser, je sais plus. Et puis là, j'avais plus rien à voir. Mais c'est vrai qu'en 15, en 16, enfin c'était surtout en 16 et 17, il y avait pas mal de joueurs offensifs intéressants. Et il y avait Okafor, par exemple. Il y avait un joueur qui s'appelait Lorenzo González, qui était vu par tous les clubs européens, qui est parti à Manchester City. Il y avait un joueur qui s'appelait Ruben Del Campo, qui était un attaquant magnifique, qui marquait des buts, qui était puissant, qui était capable de jouer dos au but, qui était extraordinaire, qui est parti à l'Atlético Madrid. Quand je faisais ma liste pour les matchs, mes attaquants, c'était Manchester City, Manchester United, pour Nishan Burkhardt, Atlético Madrid, et Red Bull Salzbourg. Je disais, bon, alors c'était pas parce qu'il était à Lausanne que je le prenais pas, mais je trouvais que... Et Dan, un jour, je crois, a répondu ça à un journaliste. Il a dit que j'avais un peu raison parce qu'il n'était pas encore prêt pour ce niveau. Et Dan a fait des progrès fabuleux. Le but qu'il marque contre l'Argentine, c'est top. C'est je fixe, je donne à Rodriguez qui lui remet un caviar. En tombant. J'hésitais à mettre ça dans mes tops aussi parce que c'est beau. C'est beau. D'ailleurs, où est Lorenzo González aujourd'hui, du coup? Je crois que la dernière fois, c'était 2e division tchèque, un truc terrible. Mais ce garçon
n'a pas eu de chance à un moment donné parce qu'il a eu les ligaments croisés au mauvais moment, il a eu des blessures. Mais c'est vrai. Mais à l'époque, la plupart des grands clubs européens étaient sur lui. C'était un attaquant merveilleux. J'en ai une dernière, on explose le timing et j'en suis conscient et c'est totalement ma faute, mais c'est pas tous les jours qu'Yves Debener dit au revoir à la RTS. J'ai une dernière avec une photo dont je vais vous expliquer le contexte. Un jour, Yves Debener était avec Pablo Iglesias, le fameux Pablo qui cite depuis tout à l'heure, et Bertrand Cheffa aussi. Ils ont été reçus par des pontes absolues du FC Barcelone. Josep Colomer, Paco Cerullo et Johan Villa, qui est ici en photo avec Johan Cruyff. C'est parmi les fondateurs du jeu de position et du foot à la barcelonaise. Ils ont formé plein de coachs catalans, plein de jeunes joueurs de la Masia. Bref, c'est la classe en gros. Ma question c'est, avant d'aller à ce rendez-vous, de quoi ont débattu Pablo Iglesias et Yves Debener? Oh mince, si c'est pas lui-même. C'est un truc tout con. D'un joueur en particulier. Ah oui. Non, Ouais, là, okay. c'est pas une question de football. De quoi ils ont débattu avant d'aller au rendez-vous avec ces grands pontes? La taille des rondelles de saucisson à poser sur les... Je pense qu'il est question de look. Mais j'ai quelques inside. Il est question. Vas-y, parce On que lui donne le point à De Vargas Debener. Il faut quand même que notre invité remporte le quiz. celui qui devrait la raconter, c'est Pablo, parce que on le tient de Pablo. Exactement. On voulait saluer Pablo Iglesias qui nous a envoyé cette histoire complètement folle. Parce que voilà, lui, il était en mode il faut qu'on s'habille classe. Et toi, t'es pas très cravate. Qu'est-ce qui s'est Pas passé? très. Pas cravate. Il t'a forcé à mettre une cravate. Non, oui, mais il a dit à Bertrand Cheffa et moi, il nous dit bon, et demain les gars, on va voir quand même le pape de la formation du Barça, Colomer. Alors, vous faites un effort. Bon, ok, on va faire un effort. Alors on arrive, on était fringués quand même pas mal là. Et on s'assied sur un canapé, les trois, 1, 2, 3, l'un à côté de l'autre. Puis on va passer des gens. Puis ah non, c'est pas lui. Et tout à coup, on voit passer quelqu'un. Il a un gros pull en laine, sorte un peu col roulé. Pablo l'a appelé Gérard Jugnot pour dire. Donc, je disais, mais. Puis, Aucune dégaine. On le regarde passer, quoi. Et il s'arrête. Et c'est lui. Et nous, on était les trois habillés. Pop. Et lui, il arrive là en face. Et c'était un moment irréel, quoi. On se dit, mais. Et ça m'a fait du bien. Parce que le gars était sans doute un des meilleurs qu'on puisse trouver. Colomer, c'était fabuleux. Ce qu'il nous a expliqué après, c'était grandiose. Quand il a dit, mais moi, c'est pas le nombre de cônes qu'on met sur le terrain qui vont montrer que l'exercice est bon ou pas. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et on a parlé, et il a dit, ouais, j'ai pas trop de temps. Mais finalement, on a parlé plus d'1 heure avec lui. Pablo traduisait, Pablo refaisait. Et ça nous est resté parce que c'était un truc incroyable, d'une simplicité. Et c'était le pape de la formation du Barça qu'on avait en face de nous. Donc, mais alors on était beau, hein. On était nickel. Cette fois de sa vie qu'il avait une cravate. Non, au mariage quand même, j'étais presque obligé là. Voilà, un score de 3-1, c'est une victoire d'Yves Debener sans l'aide aucune de la VAR. Et sans la mienne d'ailleurs. Et sans la tienne pour cette fois. Sans Merci à Pablo Iglesias qu'on se réjouit de recevoir un de ces quatre dans le podcast. Pour boucler la boucle sur le foot espagnol, vite fait Fred. Est-ce que c'est vrai que la dernière fois que l'Espagne a été championne du monde en 2010, c'est grâce à Yves que tu as pu accéder à la finale? Oui, c'est vrai, je lui dois ça, parce il y a l'accréditation, mais il faut des passes spéciaux, et il fallait une petite vignette, et je me dis, moi, je veux quand même essayer de rentrer. Je vais au moment où on récolte la vignette, et Yves, à ce moment-là, donc on en distribue à tous ceux de la RTS qui devaient, et Yves dit, non, mais moi, c'est bon, j'en ai une par la SF, et donc... grâce à toi, je récupère la vignette et puis j'ai pu me faufiler dans la finale au milieu des supporters espagnols. En plus, j'étais bien tombé parce que j'ai un petit peu joué au chat à la souris avec la sécurité. Iniesta de mi vida. Exactement. Donc voilà, merci Yves. Mais le look, ça peut jouer parce qu'apparemment, je sais de sources sûres que visiblement, t'as pas pu aller à Servette à cause d'une certaine coupe de cheveux. Ouais, alors je sais pas si c'est la vérité, mais c'est le bruit qui a couru une fois. Servette est venu et puis certains ont dit ouais, mais le look c'est pas terrible. C'était trop hippie. Mais je sais pas si c'est totalement parce qu'il se raconte tellement de choses là autour que voilà, je sais pas. Je suis servettien et vous avez fait une erreur. Voilà, je le dis. Merci à part ça. Yves. Ouais, quoique. Ouais, parce qu'au milieu de terrain il y avait quand même André, Schneider, Barberis.
pour gagner une place. Ah ouais, t'aurais pas eu beaucoup de juste temps un de peu prep. chaud. Juste un peu chaud. Merci Yves pour tout, pour merci à l'ensemble de vous, ton œuvre à merci la à RTS, vous. plus de 35 ans sur nos plateaux, mais aussi pour tout ce que tu as donné au foot suisse. Merci d'avoir accepté de jouer les prolongations avec nous, avec Potogol aujourd'hui. Merci aussi à nos potos du jour, Fred, Renaud, on se revoit très vite. Hein. Avec volontiers. Bravo aux Espagnols qui nous écoutent et qui nous regardent. Profitez de cette douce joie tant qu'elle dure. De notre côté, avec Stéphane, c'est la fin du podcast Potogol. Version Coupe du Monde. Et oui, Potogol, ça fait que commencer. On revient le 25 août. Dès le 25 août, puisque ce sera chaque semaine, on va parler du championnat suisse, du foot en général. Donc voilà, c'est On que se réjouit. trop content de faire ça avec toi, mon ami. Il contrôle le temps. On vous le montre jamais, mais il a un chrono et j'ai explosé le timing. C'est bien. Voilà, mais c'est dur, hein, Kif. Tu sais, il a tellement d'histoires. On Voilà. peut passer sous l'heure si tu conclus maintenant. Voilà, merci à nos équipes techniques pour ce lancement réussi depuis 2 mois. Merci à nos directions chez Couleur 3 et RTS Sport qui nous font confiance. On espère que vous, à la maison, vous nous suivrez dans l'aventure, la suite. Merci pour vos retours depuis 2 mois et puis bonnes vacances si vous en avez. On se retrouve fin août. Juste à temps. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Potogol. Bye bye. Ciao. Bye bye.